Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, sachez que cet épisode a été tourné à la halle de la cartoucherie à Toulouse, donc il y a un bruit ambiant que je n'ai pas réussi à enlever totalement en post-production, donc il y a quand même un fond sonore. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Sachez que pour le deuxième épisode, je serai dans un tout autre lieu, je n'ai pas encore trouvé lequel, mais je suis en recherche et on aura un son qui sera meilleur. Il faut savoir aussi, je suis désolée, donc ça c'est pour les personnes qui sont sur YouTube, que il y a un moment donné, la caméra fait une espèce de focus. En fait, il y a le focus qui s'enlève, je ne sais pas pourquoi, donc il y a des fois où ça devient flou. Voilà, sachez que j'ai absolument aucune idée de pourquoi ça fait ça. Ça aussi, ce sera quelque chose que j'essaierai de corriger pour les prochains épisodes. Voilà, merci à tous d'avoir cliqué et je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast, je suis trop excitée. Le podcast s'appelle Les Plumes Bavardes. J'aime bien. Alors à la base, petite anecdote, je voulais appeler ça Parole de Plume. Et en fait un jour j'ai ouvert Instagram et là je vois un compte Instagram qui s'appelle Parole de Plume et j'étais en mode oh. Et heureusement j'avais encore rien fait, j'avais pas de logo, j'avais rien. Bon, j'ai toujours pas le logo d'ailleurs, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais du coup j'ai changé le nom. Du coup aujourd'hui je reçois Raphaël qui a gentiment accepté de venir, qui a fait 2 heures de route. Merci beaucoup d'être là. C'est une première pour toi et pour moi, oui. Donc pas de pression, tranquillou pilou, ça va le faire. Bon, première question, on va faire un truc complètement bateau, il va falloir que tu te présentes. Présentation simple, rapide, tranquille. Alors, simple, et tu peux dire ton nom, tu peux dire ton âge, là où tu vis, ce que tu fais dans la vie, à part écrire, si tu fais autre chose, ou si tu fais que ça. Eh ben, moi c'est Raphaël, ou Raphaël J. Adam, si on prend mon nom de plume, mon auteur. J'ai 23 ans, bientôt 24, enfin bientôt, à peu près, dans 6 mois quoi. C'est bientôt. J'habite dans le sud de la France pour l'instant, mais peut-être que quand les gens verront ça, ce sera plus le cas. En plus, c'est soit le sud, soit vers Lyon. Voilà, un des deux, choisissez au pire. Et puis, je suis auteur à temps plein. C'est mon métier à temps plein, qui me prend beaucoup de temps. Mais c'est un métier passion, donc on compte pas vraiment. Ouais. Et je stream aussi. Je fais du stream qui va avec mon métier d'auteur parce que je fais du stream écriture coworking la semaine. Donc, pour que les personnes qui veulent écrire, travailler ou juste passer un moment tranquille pour faire du ménage ou juste être avec d'autres personnes peuvent venir la semaine, voilà. Trop bien, c'est trop bien le truc du stream. J'ai vu, c'est vrai, dans ta bio Instagram, t'as mis ton Twitch. Ouais. Faudrait que j'aille faire un petit tour un jour. Je précise que tous les liens, je vais trop faire la youtubeuse, mais tous les trucs en rapport avec Raphaël seront dans la description. Donc le Twitch, les liens vers les livres, etc., puisqu'on va en parler, bien sûr. Ok, donc du coup, t'es auteur à temps plein. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Tout dépend, ça fait combien de temps que j'ai publié mon premier livre ou ça fait combien de temps à partir de l'écriture de mon premier livre alors, ça fait combien de temps que tu en vis ? Du coup, parce que du coup, c'est grâce à tes livres que tu vis, alors que l'argent que tu gagnes te sert pour vivre, ou t'as autre chose à côté. Cette question, elle est interminable. Je n'en vis pas pour l'instant, dans le sens où je gagne pas assez pour me tirer un salaire suffisant pour vivre complètement. Je suis en couple, donc on vit à 2 et disons qu'on fait en sorte que ça marche petit à petit. Et voilà. Ma compagne, elle me pousse énormément sur le fait de réaliser mon rêve, donc elle gère pas mal à côté aussi. Du coup, voilà. Mais je travaille vraiment genre minimum 40 heures par semaine, voire en général plus, sur que ce soit la com, le stream, mes livres, etc. Donc, pour moi, c'est mon métier parce que je travaille autant que quelqu'un qui a un métier lambda. Oui, normal. De toute façon, à partir du moment... Enfin, moi, c'est pareil en ce moment, je suis au chômage. Mais j'ai l'impression de travailler beaucoup plus que quand j'avais un boulot. Du coup, l'objectif, c'est d'être auteur à temps plein et d'en vivre. C'est ça. L'idée, c'est d'en vivre le plus tôt possible. Mais bon, ça viendra comme ça viendra. Dans tous les cas, ce sera comme ça. Ça va se passer, ça va arriver à un moment donné. Faut y croire pour que ça arrive, donc c'est le cas. C'est le plus important, fais croire. Mais c'est bien que tu aies quelqu'un, du coup, ta compagne qui t'accompagne, du coup. c'est super, elle te soutient et tout. Ça, c'est important d'avoir des proches qui comprennent ce que tu veux faire et qui sont là pour t'aider parce que sinon, ça peut être très compliqué, quoi. C'est vrai. Ok, on va passer à la deuxième question. Depuis combien de temps tu écris et comment t'es venue cette envie d'écrire ? Alors, j'écris, pas forcément pour publier, mais j'écris depuis genre... je vais pas dire toujours, mais depuis aussi loin que je m'en souvienne, en tout cas, j'ai toujours écrit des petits trucs un peu. Des fois, ça prend 3 lignes parce que
t'as 10 ans, t'écris un petit truc, quoi. Mais sinon, quand j'ai commencé à écrire des vrais trucs, entre guillemets, c'est-à-dire des poèmes ou des nouvelles ou ce genre de choses, à partir du collège, vers les 12 ans à peu près, ça me servait beaucoup d'exutoire à l'époque, parce que j'avais besoin d'extérioriser pas mal de choses par rapport à l'école qui était pas simple et tout ça. Du coup, j'ai commencé à écrire là. Et c'est à peu près là que m'est venue l'envie, même le rêve d'écrire un roman, de publier un roman, voire peut-être de devenir auteur un jour. Mais je me suis dit, c'est un rêve. Genre, voilà, c'est un rêve qu'on range dans la catégorie rêve, comme devenir astronaute ou ce genre de rêve, genre, ou aller sur la Lune, qui n'arrivera jamais. Et puis, finalement, ma femme, j'ai rencontré ma femme. Et au début, elle m'a dit, je lui ai parlé de mes textes, je lui ai fait lire, je lui ai lu plusieurs de mes poèmes, de mes textes, etc. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu deviens pas auteur? Je te dis, je sais pas. Vraiment, c'est je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à te donner. Je n'ai pas de raison qui me vient de pourquoi je le ferai pas. Du coup, voilà. C'est beau, c'est une belle réponse. Ouais, du coup, ça a été le déclic. C'est ça a été complètement le déclic. Ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes ensemble tous les deux? Ça fera 3 ans dans quelques mois, dans pas longtemps. Du coup, ça fait à peu près 3 ans que tu t'es dit... Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi que j'ai commencé à écrire mon tout premier roman. J'adore, c'est trop beau. Donc du coup, là, tu as publié ton premier livre l'année dernière, c'est ça? En mars. Ouais. J'ai un peu fait des recherches. Des recherches, c'est vraiment... Bref, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Il s'appelle Les amis ne s'embrassent pas passer minuit. Donc c'est une romance assez douce pour les personnes qui aiment vraiment la green romance. Donc c'est la romance sans red flag, avec des couples sains, etc. Avec de l'amour quand même assez beau et assez doux. Mais il traite quand même de sujets un peu importants et un peu durs sur certains sujets, comme le deuil, parce qu'en fait, il raconte l'histoire de Nova, qui est un jeune homme qui vit un deuil, qui a perdu sa petite amie dans un accident de voiture. Donc il n'a pas, c'était clairement l'amour de sa vie et il l'a pas perdu en mode ils se sont quittés ou quoi que ce soit. Elle est décédée et c'est brutal. Et du coup, ça fait, au moment du début du livre, ça fait 1 an qu'il vit ce deuil et qu'il n'arrive pas à la laisser partir, à s'en sortir. Donc il a des petits rituels, il continue, il regarde le lever ou le coucher de soleil parce que ça lui fait penser à elle. Il lui envoie des messages à son ancien numéro, même s'il n'y a personne au bout du fil. Il fait... Ça m'a donné de pleurer. Pardon. Et en gros, ça va être toute l'histoire de sa reconstruction, de sa guérison et de quand il va retomber amoureux, mais il y aura énormément de culpabilité aussi parce qu'il se dira mais j'ai l'impression de trahir la personne parce qu'on ne s'est pas quitté, elle est décédée, c'est pas pareil. Donc voilà, ça va être toute cette histoire où il va se reconstruire beaucoup. C'est beaucoup de la reconstruction. Ça me donne envie de le lire. Il est très bien, il paraît. Écoute, j'ai vu quelques commentaires, les gens ils ont l'air d'avoir un peu pleuré. Oui. Mais faut prévoir quelques mouchoirs. Ok, bon, une madeleine en plus. Alors du coup, j'ai envie de poser d'autres questions que j'avais peut-être prévues après, mais écoute, c'est pas grave, on y va en freestyle. Les sujets que tu as abordés dans ce livre, c'est des trucs que tu as vécu toi personnellement ou de quoi tu t'es inspiré pour ce livre-là, cette histoire? Alors oui et non, c'est-à-dire que pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai pas perdu un amour, mais le deuil qui m'a inspiré, c'est le deuil de ma grand-mère que j'ai perdu. Ça fait quelques années maintenant, mais à ce moment-là, c'était encore vif quand même. Et c'était une personne qui était hyper importante pour moi. C'était presque comme une deuxième maman. Donc c'est quelqu'un vraiment de qui j'étais très proche, que j'aimais énormément et qui est toujours très profondément dans mon cœur. Et du coup, ce deuil-là, il m'a complètement inspiré pour le deuil que j'ai retranscrit dans ces mots. Et en plus, la petite anecdote, c'est que sans que je le souhaite, c'est-à-dire sans que je le décide à l'avance, mon roman est sorti le jour de la fête des grand-mères. Mais je l'avais pas du tout prévu. C'est vraiment genre l'univers, il a dit, voilà. Petite planète qui s'aligne. Ah, c'est beau. Et dedans aussi, on parle. Mon personnage principal, c'est un garçon très, très doux, très sensible. Il est très empathique. Il est même hypersensible dans l'idée. Et ça me tenait à cœur de mettre de la représentation de personnages masculins qui sont pas juste des gros machos toxiques, pleins de muscles, voilà. Lui, il est vraiment doux. Je trouve qu'il est genre humain, vraiment, en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il est représentatif des personnes qu'on peut voir dans la vie, pas juste dans les contes de fées, dans les romans, dans les fantaisies, dans tout ce voilà. Et il me ressemble beaucoup sur pas mal de points. J'avoue que je m'en suis rendu compte pas mal après. Et les gens qui me connaissent et qui ont lu mon roman
s'en sont rendus compte aussi. Et ils m'ont dit, on dirait un peu toi quand même. Et puis dedans, on traite aussi d'autres sujets. Par exemple, d'homophobie, j'ai traité dedans, que moi-même, j'ai pas vécu à proprement parler, mais qui me touchent énormément et qui ont été vécus par des gens autour de moi. Il y a plein de sujets là, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Mais ouais, par rapport au personnage masculin hyper toxique et tout, c'est vrai, enfin toxique non, mais hyper macho, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. En plus, là, ces dernières années, il y a l'essor de la dark romance où du coup, c'est un peu ce qui prime, j'ai l'impression. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est important maintenant d'avoir des romances un peu green flag, vraiment des romances saines et tout. Et ça n'empêche pas qu'on peut apporter des sujets importants, comme tu le fais, du coup. Donc, ouais, c'est hyper important. J'ai pas du tout posé de questions, voilà. Et j'ai fait un monologue, c'est super. Je pense qu'on en reviendra après. Il y a une question que j'ai écrite, que j'ai très envie de te poser. Du coup, c'est de la romance, ton livre. Oui. Donc, tu adores écrire de la romance. Oui. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce genre-là? Je pense que c'est les moments où j'écris des scènes de douceur, vraiment. C'est ça en fait que moi j'écris le plus dans mes romans, c'est de la douceur. Quand les personnages juste, ils s'aiment, ils se le montrent et ils se le disent. Voilà, c'est vraiment la partie douceur, bonbon, genre où ça apaise les cœurs en fait. C'est vraiment cette partie-là que je préfère écrire et que pour ça que j'en écris en fait. Donc c'est important pour toi de retranscrire l'amour et tout dans le livre et tout, c'est ça qui prime. Beaucoup. J'ai pas mal mes BL en général, il y a des phrases dans à peu près tous mes romans qu'elles surlignent en mode ça c'est beau ou c'est romantique ou c'est des phrases de dialogue souvent. Que moi sur le coup je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que des fois c'est des phrases que tu aimerais entendre ou que tu dis. Genre moi j'ai déjà dit des choses que j'ai écrites. Ouais. Je retranscris un peu ma vision de l'amour aussi, faut le dire. Ouais, mais c'est bien, mais ça a l'air d'être une belle vision de l'amour. Ok, ouais, du coup, oui, c'est des phrases, en fait, elles te viennent naturellement, t'as pas besoin de forcer. Non. Du coup, j'ai une autre question, parce que j'ai vu que tu avais des projets d'écriture de fantasy aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît dans la fantasy maintenant? Beaucoup de choses. Il faut savoir que la fantasy, c'est mon genre préféré. C'est celui que je lis le plus, pour ne pas dire que je lis que ça en fait. Je lis même pas de romance. Il faudrait, et c'est prévu, mais pour le moment, j'ai pas de livre dans ma bibliothèque de romance, donc j'en ai pas encore lu. Et vraiment, c'est tout ce qui est world building, tout ce qui est exploitation du système de magie, de races, de créatures qu'on invente, qu'on exploite, qu'on utilise. Enfin, qui existe, je veux dire, qu'on puisse réutiliser. Vraiment, c'est l'aspect imaginaire, de l'imaginaire que j'adore. J'adore inventer faire du world building. C'est vraiment le truc que je préfère. Ouais, ce que tu préfères dans la fantasy, c'est vraiment la création de l'univers, quoi. Le world building, c'est vraiment j'adore ça. Du coup, t'as déjà commencé à écrire ta fantasy ou pas? J'ai commencé à en écrire 5. Waouh. Ok. Et alors, ça en est où? En fait, je les ai toutes mis en pause à un moment donné parce que c'était pas le moment de les écrire. Ok. Parce que je voulais écrire pour publier quelques romans. Et c'est vrai que comme je voulais faire un début entre guillemets un peu plus rapide, c'est-à-dire que publier plusieurs romans dans une année plutôt rapprochée, sans bâcler le travail, j'entends. C'est ça justement. Oui, bien sûr. C'est que je voulais pouvoir en publier plusieurs dans l'année, au moins sur les premières années, en tout cas en publier plusieurs rapidement. Et que pour moi, le genre qui s'y prête le plus entre la fantasy et la romance, c'est la romance. Parce qu'il y a du coup beaucoup moins de world building à faire. Et surtout, personnellement, ça me prend moins de temps, entre guillemets, et j'ai moins besoin de réfléchir à beaucoup de choses, de concentrer mon esprit vraiment complètement sur tout un univers, sur tout ce genre de choses. Et donc, pour moi, c'est plus simple. Après, je sais qu'il y a des gens, peut-être pour qui ce sera plus simple d'écrire de la fantasy que de la romance, mais vu que pour moi, c'est plus simple et plus rapide, je me suis tourné vers ce genre-là, que j'affectionne quand même, et je vais toujours vouloir en écrire. Mais mon genre doudou, mon genre de prédilection, ça reste la fantasy quand même. Ok, ouais, donc la romance, c'est un peu un tremplin Exactement. vers c'est ça. Une situation qui pourrait te permettre d'écrire de la fantasy plus facilement. Quoi. Pour avoir déjà un premier lectorat, une première idée du monde de l'auto-édition, c'est ce que je fais, et pour avoir des premières bases, pouvoir justement publier mes fantaisies dans les meilleures conditions. Parce que pour moi, mes fantaisies seront mes meilleurs romans, pour moi, j'espère. Pour là où elles en sont, parce que c'était la question de base, la première, qui est une fantaisie avec un système de magie élémentaire, un truc que j'aime beaucoup, la magie élémentaire. Là, j'ai dû écrire, on va dire, 30 000 mots à peu près. Je parlais en mots. Mais quand même. C'est pas du tout le plus. La deuxième... c'est une duologie normalement, voire une trilogie, mais je pense que c'est un peu une duologie, qui est du medieval fantasy. Là, j'ai écrit 83 000 mots pour l'instant, c'est pour ça que je disais c'est pas le plus. En effet. Mais j'ai senti qu'à un moment donné, j'ai bloqué. Et qu'il fallait que je passe à autre chose et que j'y revienne plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait une urban fantasy avec des vampires, donc c'est assez bitlit, mais des vampires pas romantisés. C'est pas du Twilight, tout ce genre de choses. Là, les vampires sont pas vus comme
comme beaux, comme romantiques en fait. Ils sont vus comme vraiment des monstres, des créatures. Et là, j'écris 60 000 à peu près. Et j'ai terminé le premier tome en soi, enfin le premier jet du premier tome. Après, il y en a une, c'est doit être dans les 10 000 et l'autre dans les 5 000. Donc il y a quand même pas mal de projets sur le feu. Il y en a énormément, même en romance, il y en a énormément. Mais c'est bien, du coup, t'as un peu toute ta vie d'auteur assez... Pas toutes, mais, non, mais après, dans les prochaines années, oui. Ouais. Après, on n'est pas à l'abri de se passe des choses qui ne sont pas prévues, ce qui arrive tout le temps en fait. Oui, les idées qui popent dans la tête. Vraiment. Tout le temps, c'est un truc de fou, ça. Mais c'est bien aussi que... Parce qu'il y a un peu une légende qui dit que le premier livre que tu écris, il est généralement moins bien que les autres et tout. Et le fait que tu aies écrit d'abord de la romance, ben, ça te permet de te dire... C'est un peu une superstition, mais vu que tu as déjà écrit ton premier livre, c'est de la romance, tu sais que ta fantaisie, elle va être meilleure vu que ce ne sera pas ton premier, quoi. Bah, d'un point de vue purement plume, écriture, technique d'écriture, etc., c'est sûr qu'en général, les premiers romans sont moins bons que ceux d'après. En revanche, je le dis toujours, actuellement, mon roman préféré, ça reste mon premier. J'en ai publié 2, j'en ai 2 autres qui sont en cours, et mon roman préféré, ça reste mon premier. Okay. Parce que déjà, c'est l'authenticité pour moi, c'est le plus authentique. C'est celui qui a le plus d'âme, plus de mon âme à moi dedans. Donc pour moi, c'est mon préféré pour l'instant. Ah oui, il y a ça que je voulais poser, ça va être brouillon. Du coup, tu disais que dans ton premier roman, le personnage de Nova, c'est ça du coup, il te ressemble beaucoup. Ouais. Donc tu l'as fait inconsciemment. Inconsciemment, complètement. Ouais. À aucun moment tu t'es dit, je vais mettre un peu de moi dans ce personnage, c'est venu naturellement en fait. Voilà, c'est ça. En plus, quand tu regardes, il y a d'autres choses pour lesquelles il me ressemble. Par exemple, il a les cheveux noirs et avec à peu près la coupe que j'avais au moment où j'ai écrit, honnêtement, ce qui n'est plus le cas du tout. Mais à peu près. Et bon, il a un style vestimentaire assez, en vrai, commun. Ce pourquoi c'était volontaire, mais en même temps involontaire, c'est son prénom. Parce que j'adore tout ce qui touche à l'astronomie, c'est vraiment un truc que j'aime énormément. Et Nova, du coup, qui renvoie aussi aux supernovas, etc., c'est vraiment un prénom que je trouve magnifique et qui collait. En fait, il était évident finalement. Pour ce personnage, il était évident. Sauf que c'est aussi mon 4e prénom à moi dans la vie. Okay. Sauf que le lien n'était pas volontaire vraiment. C'est-à-dire que certes, je savais que c'était mon 4e prénom, je ne peux pas ne pas le savoir, mais c'est pas parce que c'est mon 4e prénom que j'ai décidé de le mettre sur mon personnage. Oui, c'est parce que ça collait. Ça collait vraiment de manière très très évidente. Okay. Et puis bon, c'est mon 4e. C'est pas comme si c'était mon premier prénom et que ça fait un peu narcissique sur les bords. Et encore, on peut juste aimer son prénom. J'adore. Une autre question. Est-ce que tu comptes mêler la romance et la fantaisie dans tes projets? Donc, oui. Dans ta fantaisie, tu vas mettre de la romance. Je ne sais pas écrire sans romance. Peut-être que un jour je le ferai, mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Pour moi, j'écris des livres à l'image de ce que je lis, en tout cas pour la fantaisie. Et pour moi, j'ai beaucoup de mal avec les fantaisies où il n'y a pas de romance du tout, ou très peu. Pour moi, il en faut dans mes lectures, je veux dire. Pas il en faut en mode tout le monde doit en mettre, non. Dans mes lectures, il en faut pour que j'apprécie vraiment. Et du coup, dans mes écrits, il y en a. Ouais, on sent qu'il y a un besoin d'amour, par exemple. Oui, voilà. Je comprends. En plus, les fantaisies, moi, je trouve que les meilleurs romances que j'ai lus, c'est dans les fantaisies, quand c'est pas au centre de l'histoire, mais c'est quand même là, c'est sous-jacent, et tu te dis, il y a un truc, il y a une tension. Et à côté de ça, t'as la fantaisie qui est ouf, et puis t'as la romance qui arrive petit à petit. Je trouve que c'est les meilleures romances. Je sais pas. Bon, alors on va passer à la partie 2, qui s'appelle « Parler de ses habitudes d'écriture ». Donc j'ai un peu mélangé la partie 1 et la partie 3, mais c'est pas grave. On va revenir à tes projets dans la partie 3. Là, j'aimerais qu'on parte un peu plus dans le processus d'écriture. Ok. La première question, c'est « Es-tu architecte ou jardinier ?» Complètement jardinier. Ok. Vraiment. Je plante une graine et on voit ce qui se passe. Ok. J'adore. Je trouve ça fou. J'ai jamais réussi. J'ai essayé de faire des plans. J'ai essayé. Ouais. J'ai jamais réussi. Ça m'embrouille la tête plus qu'autre chose. J'ai l'impression que je dois absolument le suivre et je déteste ça. Ça casse ma créativité pour moi en fait. Moi j'ai besoin de découvrir ce que j'écris en même temps que je l'écris. Je découvre mon livre en même temps que je le fais. Moi je peux pas. Il y en a beaucoup. Mais je trouve ça fascinant parce que en même temps je trouve ça hyper intéressant parce que en fait c'est comme tu dis, tu plantes la première graine et puis tu vas où ça mène quoi. Et puis en plus c'est une question que j'ai un peu plus loin, mais t'as le truc de tes personnages ils font ce qu'ils veulent quoi et je trouve ça fou. C'est une sensation incroyable. Oui, vraiment. J'adore. Bon, il y a une question que j'ai mis, que tu as plus ou moins répondu, mais c'est à quelle fréquence écris-tu? Donc, Alors, du coup, j'écris tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et j'écris le matin et l'après-midi. Je fais une pause le midi. Et en général, ça commence vers 9h
entre 9h et 10h le matin, parce que je me lève et après je fais les premières choses, je sors mon chien, je fais des trucs. Et ensuite, je me mets à écrire. J'arrête pour la pause de midi et je reprends vers 13h30, 14h à peu près. Et en général, ça peut aller jusqu'à 18, 19, 20h parfois, ça dépend. Ouais, l'inspiration, si t'es inspiré, tu vas pas t'arrêter, quoi. Oui, et puis aussi, si j'ai l'impression de pas en avoir fait assez, je vais continuer quand même. Genre, voilà, il y a aussi beaucoup de syndrome de l'imposteur dans le lot aussi. Ça, c'est un truc qui revient souvent chez les auteurs. Ouais. T'as l'impression de... Pourtant, t'as déjà publié, ça a l'air de marcher parce que je vois qu'il y a des gens qui quand même commentent tes posts et tout. J'ai un peu stalké ce matin parce que je me suis dit quand même, il faut que je vois un peu ce que tu fais parce que c'est important. Mais ouais, c'est un truc qui revient. Enfin, même si tu vends, même si les gens aiment, il y a toujours ce truc. Le premier, tu vois, à partir du moment où j'ai eu les premiers retours de personnes que je ne connaissais pas forcément, là, il est parti. Là, j'ai pu dire, mon premier roman, il est bon, je peux le dire maintenant. Par exemple, le deuxième qui est publié, actuellement, j'ai pas vraiment eu de retour encore de personnes qui sont relativement extérieures. Donc pour l'instant, je ne peux pas me le dire. Je n'arrive pas à me dire mon roman et c'est sûr, il est bon. Je l'aime, ça c'est sûr. Mais je n'arrive pas à me dire genre, il est vraiment bon, les gens vont kiffer, etc. Moi, c'est vraiment... Ça me terrifie à chaque fois. De toute façon, à chaque fois que je vais sortir un roman, je pense que ça va être ça. C'est est-ce que les gens vont l'aimer? Est-ce que je vais pas me faire déglinguer? Après, s'il est mauvais, je préfère qu'on me dise qu'il l'est plutôt que de me mentir, ça c'est sûr. Et j'aurai toujours cette peur, je pense. Ouais. Mais t'as des bêta lecteurs, donc s'il est mauvais, tu le sais avant généralement. Oui. Si t'as des beaux bêta lecteurs, ils sont capables de te dire là, ça va pas. C'est pour ça qu'en général, je ne peux pas sortir un roman sans plusieurs bêta-lecteurs différents, parce que j'ai besoin de plusieurs avis différents qui me disent à peu près si tous les avis de mes bêta-lectoristes sont cohérents, on va dire. Là, je me dis ok, ça devrait le faire. On est arrivé à un moment où c'est ok. Et voilà. Alors, à quelle heure préfères-tu écrire? J'ai l'impression que tu écris à n'importe quelle heure en fait. J'écris à n'importe quelle heure, mais je préfère écrire le matin. Je trouve que plus ça avance dans la journée, moins j'arrive à rester concentré et plus je me disperse. Donc pour moi c'est le matin où je trouve que je suis le plus concentré et j'arrive le mieux à vraiment faire un focus. Alors dans quelles conditions écris-tu? Alors conditions, je m'explique. J'ai mis habillé ou pyjama, boisson, nourriture ou pas, de la musique ou du silence. Voilà, toutes ces conditions-là. C'est quoi tes conditions idéales quand tu écris? Alors déjà, le silence, ça m'angoisse. Donc jamais on n'aura de silence. Okay. Je supporte pas ça. Je mets de la musique, clairement. En général, je trouve une playlist où je fais des playlists qui sont dans le mood du roman. Comme ça, je suis pas mal. Genre en ce moment, pour mon spin-off, mon troisième que j'appelle mon spin-off parce que c'est le spin-off du premier. Ok. C'est full que des musiques tristes et douces. On connaît la chialade, quoi. Franchement, voilà. Il est dans la vibe du premier, quoi. On va dire ça comme ça. Ok. Et ça, déjà, de ce côté-là, c'est sûr. Après, j'ai pas de musique en français, ça c'est sûr. J'ai besoin de paroles en général. Il y a peu de musique où il n'y en a pas. Mais pas en français parce qu'en français, je vais trop me concentrer sur les paroles. Ouais, je comprends. Et certaines musiques en anglais aussi, si je les connais trop, mais normalement, ça va. Donc, pas de silence, la musique, non. Et après? Si je suis chez moi, pyjama. Clairement, je ne vais pas m'amuser à m'habiller alors que je suis confortable dans mon pyjama. Si c'est l'hiver en plus, j'ai soit un plaid, soit un pull plaid. Ah, ça, c'est génial, les pull plaid, vraiment. Donc, clairement, c'est sûr, pyjama. Je suis team vraiment en pyjama. Pyjama, pilou, s'il fait froid. Et puis, après, j'ai mon café. Je ne peux pas écrire sans café, c'est bien. J'ai besoin de café. Et ma gourde. Je bois beaucoup. Et je me force aussi à boire beaucoup, même si maintenant, c'est devenu plus une habitude. C'est important de rester hydraté. Ouais. Hydraté. Et j'arrive pas de nourriture en général parce que j'arrive pas à déjeuner, à petit déjeuner. Ouais, pareil. Moi non plus, j'arrive pas. Le matin, j'ai pas envie de manger. Mon estomac, il me dit. C'est ça, exactement. Mange pas. Ok. Ensuite, la question d'après, c'est quel outil tu utilises pour écrire? Eh bien, très loin de ce que je vois plutôt chez la plupart des gens, j'utilise un site qui s'appelle Noveller. Ok, je connais pas. Noveller. C'est un site en anglais. Bon, après, une fois qu'on sait où on va, anglais, français, c'est pareil. En ce moment, on s'en fiche. Et je l'ai choisi pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'il a un thème sombre, déjà. Je déteste les thèmes clairs, ça me défonce les yeux, vu que je passe énormément de temps sur écrire. Voilà. Et surtout qu'il a un thème sombre, pas noir. Parce qu'il y a pas mal de thèmes sombres, c'est juste un fond noir. Parfois, il est un peu trop
trop noir, trop brillant, quoi. Enfin, l'écriture est un peu trop blanche, trop flashy, parfois. Et j'avoue que là, c'est un fond bleu marine. Je trouve ça beaucoup plus agréable. L'écriture, soit elle est blanche, mais genre un peu plus transparente, avec moins j'ai oublié le mot, mais voilà. De luminosité, tu veux dire Soit peut-être c'est un genre de gris clair, quelque chose qui est moins agressif. Et c'est incroyable, j'adore. Ça, c'est la raison principale. La deuxième, c'est que le site, pendant que tu écris, il t'envoie des petits mots d'encouragement. Par exemple, quand tu atteins des petits paliers, il t'envoie des petits mots d'encouragement. Genre à 100 mots, il t'envoie le premier petit mot d'encouragement, à 500, ensuite à 1000, ensuite à 2000, etc. Et j'aime bien. Putain, c'est génial. Les petits mots d'encouragement. Bon, après, ils sont en anglais, du coup, il faut comprendre l'anglais. Mais ça fait plaisir. Et t'as envie de continuer parce que t'es en mode « on m'encourage ». Ah ouais, j'avoue, peut-être c'est bien ça. C'est une bonne carotte, on va dire. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, tu disais qu'au fil de la journée, tu as du mal à rester concentré. Si tu as des petits mots d'encouragement, ça peut faire un petit boost supplémentaire, c'est pas mal. Ok, et c'est gratuit du coup? Oui. Enfin, comme la plupart des sites, c'est gratuit pour la version... Enfin, ils ont une version gratuite et une version payante. Donc il y a des fonctionnalités qui ne sont débloquées que à la version payante, mais moi j'ai que la version gratuite et elle est très très bien. On peut avoir jusqu'à 5 projets à la fois et il n'y a pas de limite ni de chapitres, ni de mots, ni rien dans chaque projet. Donc, et il y a aussi tu peux mettre un goal journalier et mensuel pour savoir où est-ce que tu en es, si tu atteins tes goals. Et ça, c'est pour la version gratuite, en gros, c'est ça. Okay. Et moi je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est vrai, ça a l'air cool. Et ça fait une alternative au NanoVrimo, au site NanoVrimo, tu connais? Parce qu'apparemment, il y a eu pas mal de controverses et tout. D'ailleurs, je crois que je vais supprimer mon compte bientôt. Mais oui, ok, je connaissais pas du tout ce site. C'est hyper intéressant. Et il y en a un deuxième. C'est quoi? Lui, je l'utilise un peu plus dans les périodes de sprint ou alors vraiment, ça me fait un peu de plaisir pour faire ce truc. C'est For the Worlds. Et en gros, c'est un site un peu RPG. En gros, tu sélectionnes des monstres et chaque monstre a des points de vie qui correspondent à des mots. Et du coup, pour les tuer, tu dois écrire tant de mots. Oh, c'est génial. Et après, tu montes de niveau, tu fais des quêtes, etc. Et en vrai, franchement, c'est vraiment cool. Il faut trop que j'essaye. Je crois que je sais pas si c'est en français, peut-être, je ne me souviens pas, j'avoue. Mais c'est vraiment cool. Surtout que du coup, t'as des quêtes, tu peux acheter de l'équipement, tu peux personnaliser ton personnage. C'est vraiment cool. Mais c'est incroyable. En vrai, c'est très cool. J'ai trop envie d'essayer. Je vais rentrer chez moi, j'ai essayé plein de trucs. C'est trop bien. Et chaque monstre, en général, t'as un temps pour le tuer, du coup. Bah oui. Ça booste un peu, voilà. Et il y en a, c'est endurance, je crois. Et eux, je sais plus exactement ce que c'est. Je crois que c'est qu'il faut que tu continues d'écrire pendant un temps donné. Genre, tu ralentis pas, tu dois écrire. Mais ça, c'est trop bien parce que ça te permet, genre, si tu écris ton premier jet, de pas t'arrêter et de relire ce que tu as écrit. Genre, il faut que tu y ailles à fond. Ok, donc du coup, ça, c'est les deux principaux Donc, c'est des outils de texte, en fait. Oui, dans les deux. Travailler vraiment pour écrire, quoi. Et du coup, au niveau de la sauvegarde et tout, t'as pas peur Est-ce que tu sauvegardes ailleurs aussi Je sauvegarde ailleurs, pas assez régulièrement, faut le dire. Mais je sauvegarde ailleurs parce que tu peux télécharger, exporter tes fichiers sur les deux. Ok, super. Oui, c'est important parce que moi, je travaille sur Google Doc et je me dis Google Doc, vu que c'est Google, ça peut pas forcément se perdre, tu vois. Mais on sait jamais. Ouais. Imagine, il y a genre un choc et Google pète et j'ai plus rien et je perds tout. Il faudrait peut-être que j'enregistre aussi. Voilà. Alors la prochaine question, c'est un gros sujet en ce moment dans le milieu littéraire par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans tes projets? Que ce soit... non, pas du tout. Ni ChatGPT, ni génération d'images. J'ai utilisé de la génération d'images au tout début. Ouais. Genre vraiment le tout début, genre... quand on commençait à vraiment en parler, mais pas trop parler des dérives. Genre pas trop parler de tout l'aspect négatif qui est venu un peu après. Parce que notamment les artistes se sont réveillés, insurgés, on va dire, en mode ouais mais non quoi. Donc au début, pas mal. Non. Ouais, vraiment pour trouver des visuels à des personnages, pas pour les utiliser dans les couvertures ou dans les trucs comme ça c'est non. Juste vraiment pour dans ma tête avoir une idée, voilà. Maintenant non. Du coup maintenant je le fais plus du tout parce que je suis pas du tout en accord avec voilà. Je suis pas en accord avec ce que j'ai appris en gros après. Et puis s'il y en a un jour potentiellement qui serait éthique entre guillemets, peut-être que je pourrais les réutiliser pour pareil en fait l'illustration de personnages, pour les utiliser pour moi quoi, enfin personnellement en mode
pour savoir à quoi mes personnages ressemblent ou si quelqu'un me demande à quoi un personnage ressemble, voilà. Mais si c'est éthique, voilà. Si ça vole pas des artistes, et encore, parce que je sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point ça l'est pas, mais ça tourne pas mal en ce moment la partie non écologique des intelligences artificielles. Et si c'est avéré, ça fait une raison de plus de ne pas les utiliser. Il y en avait déjà, mais voilà. Ben, je peux te dire que c'est avéré parce qu'en fait, c'est tout ce qui est généré, c'est stocké dans des serveurs. Ouais. Du coup, moi j'ai appris ça quand j'étais en licence. Il y a des serveurs sous l'eau. Genre, il y a sous la mer, dans les océans, tu as des serveurs. Enfin, c'est une dinguerie. Et vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est un truc que j'ai appris en licence, genre il y a quelques années seulement, et ça m'a choquée. Je me suis dit, ah oui, d'accord, donc en fait, on te dit par exemple, n'imprimez pas vos trucs, envoyez des emails. Mais les emails, en fait, les gens, s'ils les stockent pendant des années dans leur boîte mail, ben, ça pollue tout autant que si tu imprimais un truc, quoi. Donc oui, l'intelligence artificielle n'est pas du tout écologique. Voilà. Ça me fait une raison de plus de absolument pas l'utiliser. Ben, c'est une très bonne chose. Moi, j'avoue que j'utilise un petit peu. J'ai utilisé Midjourney pas mal et je me suis fait taper sur les doigts sur Thread par rapport à ça. Donc j'ai arrêté d'utiliser et par contre j'utilise ChatGPT. Mais il remplace jamais, je veux dire, il écrit pas à ma place. Mais des fois, si tu veux lui demander quelque chose, genre je cherche tel mot, ben, sur Google c'est galère, tu vois. Alors que ChatGPT, tu lui dis ben, comment on dit ça parce que tu as oublié un mot et il va te le trouver. Enfin, ça peut être un outil intéressant à des moments. Mais c'est vrai que j'essaye d'y aller de moins en moins, mais je vais pas mentir, j'y vais quand même. Mais si tu l'utilises pas, je trouve que c'est bien parce que ça rentre. Maintenant, ça commence à être trop démocratisé et ça rentre trop dans les processus d'écriture des gens et il va y avoir des dérives, quoi. Bah ouais, de toute façon, j'ai un avis sur ça, notamment sur du coup l'IA d'écriture, enfin entre guillemets comme ChatGPT, etc. C'est que ça doit rester un outil qui t'aide et non pas quelque chose qui fait à ta place. À partir du moment où ça change des choses, où ça écrit des choses à ta place, c'est plus un outil d'aide, c'est juste ça fait à ta place. Donc pour moi là c'est juste non. Voilà, ouais, je suis d'accord. À partir du moment par exemple où tu poses une question de type comme toi, tu vois, tu cherches un mot, là on peut pas dire là ça reste comment on appelle ça, un assistant en fait de l'aide, comme un dictionnaire ou comme voilà. Donc là ok, moi c'est ma position là-dessus. Et après ChatGPT je l'ai jamais utilisé. Genre, j'ai jamais cliqué sur le site. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça me tente pas maintenant. C'est parce que vu que je l'ai pas utilisé quand on savait pas tout ça, encore moins, ça me tente encore moins maintenant qu'on sait tout ça. Franchement, je t'encourage à ne jamais l'utiliser. Voilà. Et en plus, c'est pas prévu. Si tu arrives à écrire sans, il faut continuer parce que justement, au moins tu auras ta patte à toi et ça va se perdre sinon. Je suis pas un robot, quoi. Je veux pas être remplacé par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Tu as raison. Et bien, super. Non, c'est fini. Non, je rigole. Je n'ai pas du tout fini, j'ai tout ça encore. Ah oui, alors, est-ce que tu as apporté un objet ou pas du tout? J'en ai pas vraiment, en fait. Ok, donc tu n'as pas un objet indispensable pour écrire, genre, qui est autour de toi, genre un gris-gris, quelque chose qui t'aide. On parle du café, mais ça, c'est... Ça compte. Oui, mais là sur le coup, j'avais pas mes cafés fétiches. Ok, donc pas d'objet indispensable sur ton bureau. Donc tu pourrais écrire en vrai, si tu veux prendre ton ordi et aller écrire n'importe où, quoi. Ouais. T'as pas besoin de forcément. Et je pense que je préférais presque écrire hors de mon bureau. Ah ouais? Enfin, pas sur mon bureau. Parce que mon bureau est dans ma chambre, parce que j'ai un petit appartement. Donc je travaille, je vis et je dors dans la même pièce. Et c'est pas bon, vraiment très très bon, honnêtement. À la longue, ça pèse pas mal. Oui, ça fait du bien d'aller ailleurs, de s'aérer, de sortir, de voir du pays, même si c'est dans la rue. Un petit café, voilà, dans un petit café, etc. Ça, je l'ai vu il y a pas longtemps, je suis allé avec quelqu'un, on s'est retrouvés dans un café pour travailler et je me sentais bien mieux, je me sentais moins bridé. Donc c'est un truc que tu fais pas souvent du coup? Non. Tu restes souvent chez toi pour écrire? En plus j'imagine qu'en ce moment, vu qu'il fait froid, t'as pas trop envie de sortir. Oui déjà, et puis parce que sans trop rentrer dans les détails, en ce moment, mon foyer a besoin que je sois là. Ok. Alors, bon, on en a un petit peu parlé déjà, mais comment tu organises ton écriture? Donc, entre parenthèses, j'ai mis plan ou pas, donc on sait que du coup tu fais pas de plan. J'ai écrit G0 ou premier G direct, donc est-ce que tu connais le G0? Eh ben, j'ai appris ce que c'était il y a très peu de temps. C'est-à-dire que donc, je connaissais pas avant. Et du coup, je ne l'emploie pas, mais peut-être un jour. Ok. Du coup, en gros, tu ouvres un fichier
et tu écris. C'est comme ça que ça se passe? Ouais, en général, c'est ça. D'abord, je crée du coup un nouveau projet sur mon site, enfin le site que j'utilise. Et je pense que ça peut être peut-être pareil sur Notion, mais c'est un truc où chaque chapitre, c'est un fichier différent, entre guillemets. Ouais. Genre, sur le côté, voilà. Et du coup, le premier fichier que je fais tout le temps, c'est brainstorm. Et du coup, j'écris ma graine, littéralement. Mon idée de base que j'ai eue, je l'écris là, pour ne jamais l'oublier. Et les petits trucs qui me viennent, les petites phrases, les petites idées de scène, les petits trucs comme ça. Et dès que... c'est un fichier sur lequel je peux revenir tout le temps. Dès que j'ai une idée, je l'écris, parce que sinon j'oublie, c'est sûr. Donc je l'écris là, tac, tac, tac. Et j'y reviens régulièrement pour voir ce que j'ai écrit, où est-ce que je peux l'incorporer, etc. Il y a des choses que je n'utiliserai jamais, des choses que je n'utiliserai pas telles quelles, etc. Ça me permet de toujours avoir comme un carnet de notes un peu, voilà, comme des post-it, des choses comme ça. Et après, j'écris, je fais un fichier par chapitre, donc chapitre 1, et j'écris. Et t'y vas, quoi. J'y vais, c'est Ok. ça. T'as quand même besoin d'un endroit où tu balances toutes tes idées, quoi. T'as quand même une idée dans ta tête de ce que tu veux. Bah, pas Plus trop. ou moins. En fait, vraiment, quand je dis que j'ai une graine, vraiment, des fois, c'est une phrase. Ok. C'est très très bref. Par exemple, si on prend là le premier jet sur lequel je bosse, ça fait un petit teasing. Mon idée de base, c'était une étudiante se retrouve par inadvertance, enfin malchance on va dire, dans une chambre du dortoir des garçons et en coloc avec un mec. On sait juste que, je savais juste que voilà, ils allaient être en coloc, forcés pendant un petit temps, que à la base elle, c'est juste une erreur en fait, que de base elle devait pas se retrouver là, mais elle se retrouve là, et que c'est une romance, et que le mec est en sport-études. Voilà. Ok. C'est tout, j'avais ça. J'adore. Proximité forcée. Ouais, voilà. Et après, je me suis dit, vas-y, je commence, j'écris. Il y a plein d'idées qui me sont venues après, des petits trucs et tout, à ajouter. Du coup, des fois, quand tu écris, genre par exemple, tu fais ton chapitre 1, t'écris, et là, il te vient une idée pour le milieu du livre. Du coup, tu reviens sur ton premier fichier, tu le notes. Enfin, comment ça t'arrive de faire ça? Je reviens vers mon brainstorming et je note soit la scène, soit l'idée que j'ai eue, etc. pour la réutiliser au moment souhaité. Et après, je reviens là où j'en étais. Si je le note pas, de un, je vais oublier, et de deux, ça me sortira pas ça de la tête. Du coup, je serai peut-être moins concentré sur la scène que je suis en train d'écrire de base. Donc, vu que tu es jardinier, tu as besoin de faire pas mal de réécriture derrière, j'imagine? Quand même, mal, je dirais pas pas mal en mode... y en a qui en font 3, 4, 5. En général, en moyenne, j'en fais 2. Une grosse, on va dire, que je fais avant la bêta lecture, une très grosse. Et la deuxième, elle est plus light en général. C'est surtout de la réécriture après les retours bêta. Et en général, on va être sur 2. Il y en a pour lesquels il peut y en avoir une troisième ou plus, parce que la demande parce que les choses ont changé, il y en avait beaucoup. Comme mon deuxième roman, il y a eu 3 ou 4 réécritures, parce que au tout début, j'ai commencé à la 3e personne, en point de vue omniscient, etc. Sauf que ça collait pas bien. Genre, ça donnait pas ce que je voulais. Et du coup, après avoir écrit tout le livre, j'ai tout passé à la 1re personne. En point de vue interne, donc des points de vue par chapitre, quoi, de 3 ou 4 personnes différentes, au lieu d'un point de vue omniscient. Du coup, là, ça a été une très grosse... Voilà, je l'ai fait en 2 réécritures différentes. Ouais, j'imagine, ça doit être un travail de ouf, hein. Ça a été pas mal. Mais ça colle mieux. Et ça collait mieux, je trouvais. Et une fois que je l'ai fait relire, parce que je l'avais fait lire avant et après en bêta pour le coup là, et pareil, la personne à qui je l'ai fait relire trouvait ça bien mieux comme ça. Est-ce qu'il y a des livres que tu aimes lire et pour t'aider dans ton écriture justement? Roman ou pas? Pas vraiment. Non? Il y en a que je veux. Lesquels? Par exemple, je sais plus comment il s'appelle, un truc genre Thésaurus ou je sais plus quoi. C'est le Thésaurus des émotions? C'est ça, exactement. Putain, il coûte super cher. Voilà, je le veux, mais il coûte super cher. Ouais. Donc pour l'instant, je l'ai pas, mais je le veux. Peut-être, comment il s'appelle? Le truc du scénario. L'anatomie du scénario. Voilà. Un peu plus accessible celui-là niveau prix. Oui, mais pareil, je l'ai pas encore. Mais sinon, des fois, quand je veux vérifier certaines choses ou me rassurer sur certaines choses, je prends un livre de ma bibliothèque et je l'ouvre et je lis genre une page. Par exemple, notamment sur l'utilisation de être et avoir. Ça, c'est une chose, je l'ai entendu diaboliser de fou. Alors que quand tu prends un livre dans ta bibliothèque, tu regardes, mais il y en a partout. Ouais. En fait. Mais de ouf. Je me suis fait la même réflexion il n'y a pas longtemps. Les trucs des verbes faibles, là, où on te dit, faut pas trop en utiliser. Bah ouais. Et en fait, il y a des fois, t'as pas le choix déjà. Et il faut que ça soit aussi un peu naturel quand tu lis, parce que trop vouloir remplacer les mots. C'est ça. En plus, c'est un casse-tête pas possible. De fou. Et moi, je veux garder une écriture qui est fluide. Et on m'a dit que mon écriture, à la lecture, elle était très fluide. Et du coup, moi, ça me va.
même si, mettons, il peut y avoir peut-être trop, entre guillemets, de verbes faibles pour certaines personnes ou certaines maisons d'édition. Tant que la majorité de mes lectrices trouvent l'écriture fluide et agréable, c'est tout ce qui compte. Vraiment. Oui, c'est ça l'important. C'est si tu as lu une page, que tu l'as bien lu, que tu as tout compris, en soi, ça se remarque pas en fait. Où puisses-tu ton inspiration? C'est une question dure ça. Dans tout, vraiment. C'est-à-dire que dans ma tête, déjà, il y a beaucoup de choses dont c'est un puits sans fond. Dans ce que je vois, dans ce qu'on me raconte, dans les films que je vois, dans les musiques que j'écoute. Ouais, ça revient souvent. Vraiment, dans ce que j'ai vécu aussi, hein, clairement. Et j'ai par exemple, là, pour mon premier, en partie, la partie du deuil, du coup. Mais par exemple, voilà, c'est un teaser plus, parce que là, c'est dans un moment. Par exemple, j'ai vécu, je vais pas appeler ça une histoire d'amour, clairement pas, mais quelque chose avec quelqu'un à un moment donné, et ça s'est vraiment fini brutalement et sans vraiment trop d'explications, et c'était très douloureux, genre c'était bref mais très intense et très douloureux à la fois. Et ça, je sais que je vais m'en servir pour écrire une romance. Bon, elle sera tournée différemment, etc., bien différemment, mais je sais que clairement je vais m'en servir parce que c'est une expérience de vie marquante. Et tu as besoin de mettre peut-être des mots sur ce que tu as vécu, aussi, un peu extérioriser et tout. Peut-être. Ok, donc ouais, du coup, un rien peut être une inspiration, quoi. Ouais, vraiment. Un truc que tu as vécu, un truc que tu as lu. Dernièrement, j'ai écouté une musique que j'aime énormément, qui m'a clairement donné tout le plot, une grosse graine, du coup, d'une prochaine romance. Juste cette musique-là. C'est un truc de fou, la musique, parce que j'ai une playlist fantasy. Quand je l'écoute, j'ai plein de scènes qui me viennent, genre des scènes de combat, des scènes hyper épiques et tout. On va revenir sur les projets, du coup, sur tes projets. Donc, tu nous as parlé de ton roman « Les amis ne s'embrassent pas passé minuit ». Ouais. Et du coup, tu prépares un spin-off de ce livre-là. Du coup, la question c'est, est-ce que c'est important pour toi de rester dans cet univers? Il y a des choses que tu n'avais pas dit dans le premier, du coup, que tu aurais aimé dire? Pourquoi un spin-off? En fait, à la base, c'était pas prévu. Mais déjà, oui, j'ai beaucoup aimé l'univers des personnages surtout, genre, beaucoup aimé les créer. Et il y a un personnage en particulier qui n'est pas le personnage principal, mais qui est en général le préféré de mes lectrices. Je ne dirai pas lequel, mais voilà. Si je peux dire son prénom, en vrai, je pense. Je crois que je l'ai vu. Tu t'en as parlé sur Instagram, non? Oui, donc en vrai, si on me suit sur Instagram, on le sait. Donc, il s'appelle Andrea. Et lui, du coup, la manière dont il vit l'histoire, il méritait d'être plus à l'écran, enfin pas à l'écran du coup, mais sur le devant de la scène. Plus sur le devant de la scène et d'avoir sa propre histoire à lui, qui n'est pas une reprise du premier livre, ça se passe après. Et du coup, c'est son histoire à lui. Et il y a beaucoup de choses sur son histoire à lui que je voulais aborder. Je peux pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler, donc on va éviter. Mais voilà, je sais que son histoire à lui, le spin-off, j'ai déjà fini. Là, il est en cours de fin de correction. Je suis en train de corriger des répétitions. Okay. Et après, il part en correction. Ok, ouais, donc, et du coup, tu vas le sortir bientôt? Février-mars, à peu près. Ah ouais, donc ça arrive très vite. Ah oui. Peut-être qu'il sera sorti quand ce podcast sortira. Peut-être. Plutôt fin février, début mars, dans l'idéal, quoi. Ouais. Ok. Ensuite, quelles sont les scènes que tu préfères écrire? Est-ce que tu peux me dire si jamais tu as une scène en particulier qui t'a marqué ou de manière générale? Quand ça pleure. Quand ça pleure. Ouais, vraiment. Les scènes tristes, les scènes de décès ou les scènes... ou les scènes les scènes où vraiment il y a de l'émotion, les scènes où c'est rempli d'émotions tristes en général, ou de colère ou de peine, de tristesse, etc., de douleur. Ces scènes-là, c'est celles que je préfère écrire parce que ce que je préfère vraiment quand j'écris, c'est transmettre des émotions, et y arriver, c'est mieux. Et j'essaye de transmettre beaucoup d'émotions dans mes romans. Et donc vraiment, c'est ça, c'est les scènes où il y a un max d'émotions. Donc toi, t'aimes quand ça prend au trip, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Ok. Et quelles sont les scènes, par contre, que tu détestes le plus écrire? Les scènes de transition. C'est les scènes entre les grosses scènes ou les gros chapitres. C'est celles qui sont là parce qu'il faut faire le lien, mais elles sont pas très intéressantes. Et les gens bizarres. Oui, peut-être parce que t'as moins d'inspiration, genre t'as une idée de scène, il faut que tu ailles jusqu'à là, mais tu sais pas trop comment. C'est les scènes, les entre-deux, celles où de base t'as pas forcément l'inspi, puis c'est celles où il se passe pas grand-chose. Elles sont là parce qu'il faut qu'elles soient là pour passer d'une scène à une autre, pas trop brutalement, mais c'est pas les plus faibles. Ah, ben ça va rejoindre la question que j'ai rajoutée. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué particulièrement quand tu l'as écrit et qui te touche encore aujourd'hui quand tu la relis? En vrai,
un chapitre même, je dirais. C'est l'avant-dernier chapitre de mon premier livre. Je peux pas trop expliquer pourquoi, mais c'est une scène qui, c'est genre il y a moins de larmes ou de choses comme ça que par exemple que dans d'autres scènes du livre, mais elle est hyper forte et hyper importante. Et on m'a déjà dit d'ailleurs que si cette scène n'avait pas existé, on serait venu me dire il manque cette scène. C'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que ça t'arrive de pleurer pendant que tu écris? Alors, pleurer, non. Pas vraiment en mode les larmes qui coulent. Par contre, genre avoir le nez qui pique ou un peu... oui. Oui, en mode tu sens que ça arrive, quoi. Ok. Exactement. Est-ce que... Ah oui, alors ça, c'est une question que... En fait, je crois que j'ai créé ce podcast pour cette question. Parce que c'est un truc que j'ai vécu personnellement et je me dis, j'ai trop envie de savoir si ça arrive aux gens aussi. Est-ce que tu as une anecdote sur un moment où tes personnages, ils ont fait ce qu'ils voulaient dans ton livre et où toi, tu as dû t'adapter? Après, vu que t'es jardinier, je pense que du coup, c'est un peu induit, j'imagine. Ouais, voilà. C'est qu'ils font, je pense qu'ils font surtout tout le temps ce qu'ils veulent. En fait. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Donc je pense pas qu'il y ait... En vrai, sur le coup, je pense qu'il y a dû en avoir, mais comme ça, il y en a pas qui me viennent particulièrement. Parce que, comme je jardine, donc vraiment, c'est tout le temps, quoi. Ouais, je vois. En fait, je pose cette question parce que moi, pour mon livre, à la base, je voulais que ce soit Enemies to Lovers, tu vois, parce que j'adore ce trope. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que le gars, il est tombé in love de la meuf, mais direct. Du coup, ça pouvait pas être un Enemies to Lovers. Bah non. Mais tu vois, de la façon dont je l'ai écrit et tout, c'était pas cohérent. Et genre, c'était hyper cohérent que le mec, en fait, il la kiffe direct, quoi. Enfin bref. Et donc, en fait, ça m'a fait changer plein de choses de l'histoire parce que moi, j'avais fait un plan parce que je suis pas du tout jardinière. Et en fait, quand j'ai expliqué ça à des gens qui n'écrivaient pas, ils comprenaient pas. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, c'est ton personnage, c'est toi qui l'écris. Donc, le personnage ne fait pas ce qu'il veut. Bah si. Si, en fait. Donc ça, c'est un truc que je trouve incroyable. En vrai, si. Du coup, j'ai réfléchi en même temps. Mon deuxième roman, il y a un des personnages qui n'était pas prévu. De un, il n'était pas prévu et encore moins d'être aussi présent dans l'histoire et d'avoir autant d'importance dans l'histoire. Genre, il s'est rajouté, il est venu comme ça. Ouais. Et je peux pas trop en dire, mais c'était pas vraiment prévu. Je peux juste dire que c'est le personnage de Nella, du coup, parce que mais qui n'était pas prévu à la base. T'as senti que ce personnage, à un moment donné, il devait arriver. Il manquait un personnage et hop. Ouais. Du coup, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton deuxième projet, du coup, parce qu'on n'en a pas du tout parlé et j'ai pas du tout mis de questions sur ça. Donc, j'ai vu passer la couverture. C'est sorti récemment, non? En décembre. En décembre. Vas-y, je t'écoute. Ça s'appelle Nos liens ardents, du coup. Là, c'est une romance qui est beaucoup moins douce. C'est beaucoup plus sombre que le premier, du coup. C'est pas sombre en mode la romance est sombre, c'est l'à côté. C'est ce qui se passe à côté, l'intrigue, etc., qui est sombre. La romance, elle reste très green flag, enfin très saine, à peu près. En vrai, je trouve qu'elle est saine, en tout cas, parce qu'il y a tout un aspect, surtout de consentement. Oui, parce qu'il faut savoir que dans mon premier, il n'y a pas du tout de scène de se mettre. C'est pas un truc que je kiffe trop écrire, ni lire d'ailleurs. Donc dans le premier, vraiment, pour moi, il n'y en fallait pas. Donc il n'y en a pas. Dans le deuxième, il y en a une surtout, mais c'est tout. Genre, voilà, c'est faible et ça me suffit. Et elle est là parce qu'elle s'est imposée, on va dire. C'est vrai que celle-là, par exemple, je comptais pas forcément en écrire, mais c'était le moment. Mais c'est une scène où le consentement, il est clair. Ça, c'est important pour moi. Très important. Très clair. C'est clair. Et puis, sinon, dans celle-là et même dans d'autres scènes, dans tous les cas, il est clair. Du coup, en fait, c'est Adam, du coup, un jeune homme qui a vu littéralement son père se faire assassiner sous ses yeux. Wow. À cause d'une explosion, d'une bombe qui a eu des effets aussi sur lui, des séquelles, parce que il a été blessé par cette bombe et du coup pour sa convalescence autant physique que psychologique, il a été pendant 5 ans en Europe, parce que de base il est aux États-Unis. Et là le début de l'histoire commence quand il revient aux États-Unis, donc il retrouve sa vie, il retrouve ses repères, même s'ils ont du coup changé, parce que la dernière fois qu'il y a mis les pieds, son père était vivant, donc voilà. Et il revient avec l'idée claire de se venger, parce qu'il sait qui a fait ça. C'est un mec qui s'appelle Frank, qui est clairement dans tout ce qui est trafic illégal et illégaux, et qui est aussi le père de son ex-petite amie. Et d'ailleurs, il la tient clairement aussi pour responsable, parce que pour lui, il y a des infos qu'elle forcément elle lui a données ou des choses. Donc pour lui, elle est aussi
coupable que lui. Et du coup, là, il la déteste. Clairement, il est en mode, il faut qu'elle aussi, elle paye. Mais c'est surtout Franck, mais elle aussi. Et du coup, il revient avec cette idée-là en tête, de se venger. Ça va pas tout à fait se passer comme prévu, mais parce qu'à un moment donné, ils vont se revoir. Donc pour le coup, là, on est sur du Enemies to Lovers, parce que clairement, au début, en tout cas de son côté à lui, c'est sûr, il a cette haine en lui très profonde, mais bon, la haine et l'amour, quoi, et aussi une seconde chance, du coup, parce que j'adore les secondes chances. Je sais pas pourquoi, j'adore. Et puis, on va avoir pas mal de cet aspect de vengeance, des secrets qu'on va apprendre en même temps que lui, aussi son évolution morale à lui, parce qu'on sait, on apprend, en tout cas quand il était plus jeune, avant tout ça, il était très, très doux, très gentil, à la base il voulait pas du tout faire ça, et en fait tout ça l'a énormément changé, et au fil de l'histoire il va continuer à évoluer moralement, et c'est cet aspect-là que j'aime le plus pour le coup dans ce personnage-là. C'est son évolution morale entre est-ce qu'il va dépasser les limites de sa morale initiale, où est-ce qu'il va s'arrêter. Tu parles les États-Unis, l'Europe. Enfin, tes romans, ils prennent place aux États-Unis généralement ou tu... Non. Il y en a, en fait, c'est un peu moite-moite, je crois. Il y en a qui se passent aux États-Unis, mais il y en a pas mal aussi qui se passent en France. Okay. Le premier se passe en France, mais pas de manière nommée. C'est-à-dire que je ne donne pas de nom de ville ou de choses comme ça. Okay. Parce que déjà, je ne connais pas toutes les villes de France et je pense qu'il y en a à peu près aucune que je connais assez bien pour que je le décrive de la bonne manière en fait. Donc je nomme pas forcément les villes. Je parle de villes, villages, de choses comme ça. Je donne des informations, mais c'est presque parfois peut-être que ça peut être des choses qui sont à moitié pas existantes aussi. Quand ça se passe en France, la majorité du temps, il n'y a pas de précision. Même aux États-Unis en fait. Là, c'est New York parce que c'est venu comme ça. Ouais. Mais je précise très très peu le lieu. Il n'y a que par exemple dans mon urban fantasy, là c'est très précis parce que ça se passe à Lyon et ça je le sais. Et là c'est précis pour le coup. Il y a des descriptions de lieux assez réelles et précises parce que on va dire c'est une des villes que je connais le mieux, mais je me suis pas aventuré non plus dans ce que je connaissais pas. Oui, du coup tu parlais au début, ça j'ai pas rebondi, mais du coup tu disais que là tu habites proche de Toulouse. Ouais. Mais que potentiellement tu pourrais partir à Lyon. Tu as des attaches à Lyon. Je viens de Lyon de base. Ok. Et du coup tu aimerais repartir. Et du coup il y a des chances que je reparte là-bas. Ouais. Enfin qu'on reparte là-bas. Oui. En l'occurrence. Urban Fantasy qui se passe à Lyon, ça doit être trop intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui écrivent des romans qui prennent place généralement aux États-Unis, même ailleurs, mais il y a cette fascination pour les États-Unis qui revient souvent. Et il n'y a pas assez de romans qui prennent place en France, je trouve, et notamment dans la fantasy, des choses comme ça. Après, je dis ça, je ne connais pas tous les romans de la Terre, hein, mais je trouve ça trop intéressant. Et je me dis aussi, c'est bien de ne pas trop nommer. Alors, tu sais que ça se passe en France, mais au moins ça permet, peut-être les personnes peuvent un peu plus s'immerger, s'imaginer que c'est dans leur ville à eux, etc. Si tu nommes pas forcément quelque chose. C'est ça. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup, on va dire, d'urban fantasy, ou en tout cas du fantasy qui se passe dans notre monde à nous, mais il y en a une qui me vient en tête pour le coup, si ça t'aime bien quand ça se passe en France, entre autres en France, parce qu'il n'y a pas que la France, mais je crois que c'est 200 d'écume et de glace, il me semble. Ah, ça se passe en France, ça? Il me semble que ça se passe en Bretagne. En tout cas, il y a une bonne partie qui se passe en Bretagne. Tu l'as lu? J'ai lu le premier. Et alors, comment c'était? En vrai, j'ai bien aimé ma lecture. Je n'ai pas eu l'occasion de lire la suite, je l'ai lu en lecture commune, celui-là. Et avant d'avoir un appel de groupe avec l'autrice, justement, une conversation avec des questions, etc., qu'on lui a posées, qui était assez plutôt vraiment très intéressante pour le coup. Donc en vrai, j'ai trouvé ça sympa. Moi, j'ai bien aimé ma lecture. Après, je suis très, très, très bon public dans tout. Donc voilà, c'est très rare que j'apprécie pas quelque chose. Je pense que tu as déjà peut-être un peu répondu, mais dans les personnages que tu as pu créer, quel est ton préféré? Avant, je t'aurais dit Nova, mais maintenant, je pense que c'est Nejane. Nejane, ok. N-E-I-J-A-N. Ok. Et en gros, c'est un des deux personnages de mon spin-off, enfin un des deux personnages principaux. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Genre, il a quelque chose, pareil, il est beaucoup dans les sentiments, etc. Et il est très représentatif. Hein, genre, je trouve qu'on peut facilement s'identifier. Ouais, voilà, exactement. S'identifier à lui de plein de manières différentes. Et notamment, il traite, ce personnage m'a permis de traiter de sujets de dépression et de suivi psychologique, etc. Et il est hyper intéressant. Et c'est un personnage, je pense, maintenant c'est mon préféré, je pense. Surtout maintenant que je travaille beaucoup sur mon spin-off. Et du coup, c'est important pour toi d'avoir toutes ces représentations, tu parles de dépression, etc., tout ce genre de trucs-là. Parce que j'écris un roman qui, surtout si c'est un roman qui se passe
dans notre monde, notre monde il est très vaste et il est représenté de beaucoup de manières différentes, avec beaucoup de minorités différentes. Et il ne serait pas normal de le représenter, d'en représenter qu'un tout petit bout. Et encore, on en représente, quoi qu'il arrive, qu'un tout petit bout. Mais tu ne peux pas représenter juste 0,1% des personnes, tu vois. C'est pour ça que dans tous mes romans, il y a de la représentation de plein de manières différentes. Que ce soit pour des neuroatypies, genre... par exemple, mon personnage de Nova, il est neuroatypique. Je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais... Parce que des fois, je me dis, je pense, mais je suis pas sûr. Ça, c'est quand ils vivent eux-mêmes, tu vois. Ouais. Il y a des personnages racisés, il y a des personnages asiatiques, il y a des personnages blancs aussi. Enfin, il y a des personnages d'origine et d'ethnie différents. Parce que c'est représentatif de la vie, du monde, de tout. Il y a des personnages LGBT, comme il y a des personnages qui ne le sont pas. Pour moi, c'est une représentation de ce qui existe, parce que ça existe. Enfin, genre, on existe, je vais même dire, parce que je suis dans plusieurs de ces minorités-là. On existe, quoi. Je mets l'accent là-dessus parce que justement, il y a énormément de drama sur les réseaux littéraires. Je pense que tu es au courant de tout ce qui se passe. Et ouais, il y a plein de débats autour de ça, alors que ça ne devrait pas, il devrait pas y avoir de débat en fait. Genre, tu mets un personnage et il est comme il est. Et puis il y a des gens qui, s'ils voient que c'est un personnage noir, ils vont fermer le livre. Ou s'il y a un personnage noir sur la couverture, ils vont pas acheter. Du coup, les maisons d'édition, elles changent la couleur du personnage sur la couverture. Enfin, que des trucs comme ça. Et tu te dis, mais on est en 2025. Vraiment, le whitewashing, c'est juste, il faut arrêter. C'est plus possible. Et encore, c'est pas à moi de dire ça, parce que je suis blanc, donc c'est pas à moi d'en parler, clairement. Mais j'ai l'impression que on est ceux qu'on écoute le plus, alors que c'est pas à nous d'en parler, tu vois. On pourrait en parler des heures. Ouais, par contre. J'aime trop cette question. J'adore les questions que j'ai mises. Est-ce qu'il y a un élément que tu veux absolument caler dans ton livre, soit dans le prochain, ou un élément que tu as absolument voulu mettre dans ceux d'avant ou quoi, qui te tenait vraiment à cœur? La représentation. Je pense qu'on peut rester là-dessus, vraiment. De toutes sortes, la représentation. Que ce soit... J'ai répondu à cette question, finalement. Ouais, le plus fidèle au monde, à la vie, voilà. Parce que tout le monde peut s'identifier. Pour moi, il faut que tout le monde puisse s'identifier à des personnages. Après, je sais qu'il y a certains personnages, j'aurais aimé qu'ils existent dans les livres que moi j'ai lus quand j'étais plus jeune, juste pour qu'on me rappelle que c'est normal, ça existe. Je suis pas bizarre, je suis pas... voilà, je suis juste moi. Et du coup, que les gens puissent se dire, ils sont eux et c'est tout ce qui compte. Voilà. C'est vraiment la représentation qui me tient le plus à cœur dans tout ce que je fais. Mais, je vais ajouter un mais, je suis pas pour représenter pour représenter. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que mes personnages, ils sont comme je les imagine, mais comme ils viennent. Je vais pas me forcer à mettre... je vais pas forcer un personnage à être tel qu'il est juste pour de la représentation. Il y en a naturellement dans ma tête, donc il y en a naturellement dans ce que j'écris, mais j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui en mettent pour en mettre. Déjà, ça se sent en général, ou qui en mettent et qui font en gros que la personne soit catégorisée que par ce qu'elle représente. Oui, je sais ce que tu veux dire. Genre, sa seule caractéristique, son seul trait de personnalité. Ouais, c'est un truc que tu lis, quand tu lis, tu le ressens ça des fois? Pas vraiment, en vrai, parce que je lis pas beaucoup. Parce que j'ai pas beaucoup le temps. Oui, quand on écrit, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup le temps de lire. Donc dans mes lectures dernièrement, sachant que le dernier livre que j'ai lu en entier, il date d'il y a un an, une bonne année, j'ai pas beaucoup trop de souvenirs de... Et puis, je pense qu'avant, j'y faisais pas autant attention aussi. Parce que ça, c'est tout un travail de se déconstruire. C'est tout un travail, c'est un travail continu d'ailleurs. C'est vrai qu'en ce moment, on en parle vachement de tout ça. Et du coup... je fais vachement plus attention dans ce que je lis ou même dans ce que j'écris par rapport à toute ça, la représentation, etc. Est-ce que je représente bien les personnages? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que j'en fais pas assez? C'est vraiment des questions qui sont assez centrales ces dernières années, en fait, grâce à BookTok notamment, parce que ça en parle beaucoup, les réseaux sociaux littéraires et tout. Donc, le travail de déconstruction quotidien, quoi. Et puis, si j'ai des doutes, en général, je vais voir des personnes concernées. Je vais leur poser des questions quand ça les dérange, je demande est-ce que c'est ok, évidemment. Je vais pas les agresser en mode j'ai une question. Je demande est-ce que je peux. Et ça me permet d'être sûr de pas écrire n'importe quoi ou de pas faire d'erreur ou quoi que ce soit. Certes, l'erreur est humaine, mais je préfère en faire le moins possible et me renseigner le plus possible aussi. C'est tout à ton honneur. Il y en a qui le font pas. Est-ce que dans tes bêta lecteurs, tu as des lecteurs sensibles?
Est-ce que tu choisis des lecteurs sensibles ou... J'en ai pas, parce que j'ai pas beaucoup de bêta-lectrices. Ouais. C'est difficile, enfin voilà. Donc malheureusement, pour l'instant, j'en ai pas. C'est pour ça que c'est moi surtout qui vais poser des questions quand je peux. Mais j'aimerais bien, quand même. Ouais. Pour pas mal de sujets, j'aimerais bien. Ça doit être difficile à trouver, je sais pas. Bah, je dirais pas difficile à trouver. En vrai, je pense pas. Je sais qu'il y en a qui le font professionnellement aussi. De la même manière que de la... Enfin, ça reste un peu de la bêta-lecture en soi. Oui. Parce que... Mais après, si c'est concentré sur certains sujets, bah, c'est peut-être un peu différent, mais voilà. Donc je sais qu'il y en a qui le font professionnellement, donc dans tous les cas, voilà. Pour pas mal de sujets, j'essaierai d'en trouver parce que c'est important. Est-ce que du coup ta compagne, alors tu dis ma femme, est-ce que tu es mariée ou est-ce que c'est... Je suis pas marié, je suis fiancé. Fiancé, donc vous allez vous marier bientôt? Pas bientôt, mais c'est prévu dans tous les cas. Donc pour moi, c'est ma femme, quoi qu'il arrive. Ok. Est-ce qu'elle lit ce que tu écris, du coup? Elle lit mes livres publiés, du coup. Ouais. Quand ils sont publiés, elle les a et elle les lit. Ok, donc pas de bêta-lecture pour elle? Non. Elle préfère tout ce qui est papier, comme moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai du mal avec moi faire de la bêta-lecture de mon côté aussi. C'est parce que, un problème de temps et aussi parce que j'ai beaucoup de mal à lire quand c'est pas papier. Ouais, la concentration n'est pas la même, l'intention non plus. Je comprends. J'ai beaucoup de mal. Et elle aussi, du coup. Ouais, du coup, elle veut pas. C'est parce qu'elle veut pas ou parce que tu veux pas lui faire lire avant? Ou c'est... Il n'y a pas vraiment de... Pas forcément vouloir, en vrai. Je pense que c'est plus un accord tacite, entre guillemets, même pas, vraiment. C'est que je sais, on sait ensemble. De toute façon, moi, ça me plaît qu'elle les lise après, qu'elle les découvre une fois finis, parce que comme ça, elle a mon travail achevé et elle voit le plus beau, entre guillemets, de ce que je fais. Même moi, je préfère comme ça, je pense. Et est-ce que des fois, tu lui poses des questions? Genre, si tu as un questionnement par rapport à ton livre, à une scène ou quoi, est-ce que ça t'arrive de lui demander? Est-ce qu'elle te donne des conseils ou pas du tout? Ça a dû m'arriver, je pense. Pas récemment, mais je pense que ça a dû m'arriver. Ce que je fais, pas forcément poser des questions, mais en général, quand je commence un roman, je lui pitch. Donc je vous parle de certains trucs et ça me permet aussi de poser même encore plus dans ma tête les choses, même si je n'ai pas de plan ou tout comme ça. Comme ça, ça prouve la cohérence, on va dire, de ce que je fais. Oui, de le dire à voix haute, ça te permet. Voilà. Ouais. Je dis ça parce que moi, j'ai mon copain, du coup, il est dans mes bêta-lecteurs et en fait, il m'aide de ouf. Genre, il a plein d'idées et tout. Et à chaque fois, je suis en mode, oh, c'est génial, faut qu'on écrive un livre ensemble. Du coup, voilà. Et ouais, du coup, elle lit beaucoup? Pas forcément beaucoup. Là, en fait, elle vient de se mettre à la lecture vraiment. Est-ce que c'est grâce à toi? Chez moi, je dirais pas grâce à moi. Parce qu'elle avait déjà des livres avant, enfin, elle a lu un petit peu pas mal de mangas, mais pas que avant. C'est juste que là, je pense que les circonstances ont fait qu'elle s'est mise un peu plus dans la lecture. Mais je dirais pas grâce à moi quand même. Je pense qu'elle l'aurait fait dans tous les cas. Après, il y a les miens dans ce qu'elle lit ou dans ce qu'elle a lu parce que j'existe, mais voilà. Ça doit être une petite fierté quand même. Et est-ce que t'as pas la pression? Est-ce qu'elle les lit devant toi? Oui, là en ce moment elle lit le deuxième. Donc je suis en train d'écrire ou de stream et elle est derrière moi avec mon livre. Du coup, t'as ses réactions en direct? Elle réagit pas trop, j'avoue. Elle réagit dans sa tête. Ok. Mais elle me fait des petits commentaires des fois. En ce moment, elle aime bien. Bon, tant mieux, c'est cool. Elle est contente. Est-ce que, on va prendre le premier roman, mais tu peux me parler de ce que tu veux. Est-ce qu'il y a une scène en particulier que tu as eu en tête à un moment avant de commencer ton projet? C'est une question difficile pour un jardinier, ça, non? Ouais. En fait, oui. La scène où il apprend le décès de son ex-petit ami, du coup. C'est pas un spoil parce qu'on le sait dès le résumé et j'en parle. Voilà. Cette scène-là, je l'avais à peu près dès le début parce que je voyais et même je l'entendais. Faut lire pour comprendre pourquoi je l'entendais, mais je l'entendais. Ok. Donc ouais, celle-là je l'avais et je la visualisais bien. J'ai trop envie de lire ce livre. Je pense que je vais l'acheter. Je fais si jamais je fais des envois postaux aussi, si jamais, parce que je sais qu'il y en a qui, d'une part, ne veulent pas donner d'argent à Amazon, ce que je comprends. Donc ça leur permet d'avoir sans leur donner de l'argent. Et aussi, d'un point de vue aide aux autoristes, par exemple, auto-édité entre autres. Enfin, il y a toujours une différence entre l'achat via Amazon et l'achat via l'auteur ou l'autrice directement, clairement. Oui, bien sûr. Parce qu'Amazon prend clairement sa part. On va pas se mentir. Et en général, genre, je prends l'exemple de mon premier, par exemple, on est de l'ordre de 3 fois plus quand c'est moi qui le vends que quand quelqu'un l'achète sur Amazon, à peu près. Ah ouais.
D'accord, On va ok. dire. Un peu moins de je pense que je passerai par toi du coup. Après, la différence étant qu'en général, je suis clair avec les gens, c'est que certes, ça aide un peu plus les autoristes. Enfin, on va dire, je vais prendre mon exemple parce que je vais parler pour moi. Certes, ça m'aide un peu plus, mais il y a les frais de port qui sont plus élevés forcément. Parce que Amazon, c'est 3 € obligatoires et encore maintenant, on peut passer outre avec les points relais, mais bon voilà. Ça dépend à quel point la personne déjà peut se le permettre en termes d'argent ou à quel point la personne souhaite ou non aider. Ou, voilà. Mais c'est surtout en général, c'est surtout un problème de peut se le permettre. C'est pour ça que je dis tout le temps, souvent, de moins en moins parce qu'on me dit qu'il faut que j'arrête, mais qu'au pire, si les gens n'ont pas les moyens, il y a l'e-book qui existe qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Par rapport à l'auto-édition, toi, c'est quelque chose que tu voulais faire direct ou est-ce que tu as envisagé à un moment donné d'envoyer en maison d'édition ou pas du tout? Je souhaite à l'avenir être auteur hybride, mais pour le début, j'ai choisi l'auto-édition. C'était un choix délibéré dès le départ. Je me suis dit, j'ai envie de m'en occuper moi-même. Déjà, rien que pour le premier, pour moi, il devait être comme ça. Il devait être, vu qu'il est très authentique et qu'il représente beaucoup qu'il y a beaucoup de parts de moi dedans, je voulais qu'il soit comme ça. Qu'il n'y ait pas de changement, comme ça. Et donc, je me suis tout de suite dit, je veux l'auto-éditer pour qu'il soit vraiment comme je veux qu'il soit. Et puis le deuxième, je me suis dit, j'ai envie toujours je suis bien dans l'auto-édition, donc j'ai envie de continuer. Et en vrai, ça me convient pour l'instant bien, donc je verrai plus tard pour de l'édition, pour essayer. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'auto-édition me convient quand même pas mal parce qu'on est très libre. Certes, ça fait beaucoup de boulot, mais je gère tout. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. On va dire ça comme ça. Et du coup, quand tu fais les envois postaux, tu l'imprimes via Amazon quand même ou comment ça se passe? En gros, tu fais tirer des exemplaires à hauteur, ce qu'ils appellent. Ok. Donc en gros, tu ne payes que le prix d'impression. J'ose espérer qu'il ne touche rien dessus, même si peut-être qu'il touche brièvement, je ne sais pas exactement au niveau du prix d'impression, mais c'est l'impression. En gros, tu payes que l'impression. Et après, tu les as par la poste et après, toi, tu les vends en vrai ou tu les envoies par la poste. Et est-ce que tu as envisagé peut-être que tu l'as déjà fait, mais genre, tu as démarché des librairies pour... Je l'ai pas encore fait. Ouais, tu as envie de le faire? Je vais le faire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'avais vraiment pas de temps. C'est très beaucoup un problème de temps dernièrement, mais c'est prévu. Ouais. Faut faire du dépôt-vente parce que c'est plus simple quand tu es en auto-édition, surtout au début, faire du dépôt-vente comme ça. Les libraires, ils sont pas frileux à se dire ils doivent commander des livres, mais peut-être qu'ils se vendront pas. Moi, c'est toi, tu amènes tes exemplaires et eux, ils prennent un pourcentage évidemment, mais ils servent de vitrine. On va passer à la partie 4 que j'ai nommée les goûts et les couleurs. Alors pour toi, un bon chapitre doit comporter combien de mots? C'est très subjectif. Il n'y a pas trop de j'ai pas de réponse universelle. C'est-à-dire que j'ai des moyennes de ce que j'apprécie faire dans mes chapitres, autour du 1500 quand c'est de la romance, on va dire. Donc c'est des chapitres quand même assez courts. En romance, oui, en général, surtout quand c'est de la romance en point de vue alterné. Là, je préfère. En fantasy, je préfère quand ils sont plus longs, autour des 2000, 3000 des fois, on va dire. Après, j'ai des chapitres qui sont en romance très longs, en fantasy très courts, ou même des fois dans les deux très très gros. J'en ai un, il fait peut-être une page de chapitre, enfin de livre, pas une page Word, une page de livre. Donc très peu de mots quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais en fait c'est parce qu'il se suffisait à lui-même, il était nécessaire, mais il se suffisait, il n'y avait pas besoin de plus. Sinon, ça aurait fait trop remplissage. Il était comme il fallait, en fait. Ouais, en fait, tu dis ce que tu as à dire, et puis le chapitre, il se termine quand il se termine. C'est ça. J'aime pas faire du remplissage. Ouais. Je trouve que si tu rajoutes des trucs qui, de base, n'ont pas d'intérêt à y être, ça fait juste des longueurs et c'est pas naturel. Y a-t-il un cliché de la littérature dont tu ne peux pas te passer dans tes livres? Genre une trope ou un truc comme ça, un trope ou un truc vu et revu, mais qui pour toi fonctionne super bien. C'est très dur comme question. Ouais. Genre par exemple, la meuf elle a vécu un trauma et c'est le mec qui va la réconforter. Enfin tu vois, c'est un truc hyper cliché, je sais pas trop. T'as le droit de me dire non. Hein. Non, en vrai, je réfléchis parce que je veux vraiment une réponse. Je pense que ça va être le fait de tomber amoureux rapidement. Parce qu'en général, en littérature, dans les romans, il y a pas mal surtout dans les romances, il y a pas mal de fois où les protagonistes, ou un des deux en tout cas, tombent amoureux rapidement. Dans un genre, si tu transposais ça dans notre vie, ça arriverait pas autant. Ça arrive. Je crois largement au coup de foudre parce que j'en ai déjà vécu, notamment là avec ma femme. Donc j'y crois. C'est beau. Genre, c'est beau.
je sais pas, le fait de tomber amoureux rapidement est genre comme une évidence. On le voit beaucoup et en même temps, j'aime bien. Ok. Si jamais ton projet, donc quel qu'il soit, parce que tu en as plusieurs, venait à être amené à être adapté en film ou en série, est-ce que tu as déjà une idée de qui tu souhaiterais avoir comme artiste pour ta bande originale, donc pour la musique? Parce que tu m'as dit que par exemple tu avais des playlists en fonction des livres que tu écrivais. Donc il y a peut-être un artiste qui revient souvent, que tu aimes bien écouter, qui pourrait te convenir? Il y en a plein. Vraiment, j'ai pas de... Tu peux en dire plusieurs si jamais ça fait des recos pour les playlists des gens. En ce moment, j'écoute énormément, je sais pas si je le prononcerai bien, mais c'est Rosendale, je sais pas comment ça se prononce. Ok, je connais pas. Et j'ai découvert récemment, et c'est un ou une artiste, je crois que c'est un artiste, mais je vais pas non plus me tromper, qui fait des musiques très douces, mais très belles et très douces, et j'aime énormément ce que cette personne fait. Il y en a une notamment qui s'appelle The Queen, que j'écoute beaucoup, et c'est comme ça que je l'ai découvert, qui parle du fait que les femmes n'ont pas besoin d'hommes ou de personnes pour faire à leur place, qu'elles sont largement capables de faire, en fait, qu'elles sont très fortes, qu'elles sont... En gros, c'est vraiment dans la vibe de ce que j'écoute beaucoup actuellement, et elle est très très douce. Genre, tu vois, c'est pas comme de la female rage qu'on entend pas mal en ce moment. Là, c'est vraiment plus comme une déclaration presque. Enfin, c'est très doux, quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Donc toi, il te faudrait quelqu'un, un artiste qui amène de la douceur, quoi. Ouais. La douceur que tu peux toi aussi amener c'est ça. Dans tes romans. Pas mal de ce que je fais, oui. Pour ce qui est, en tout cas, si je prends par exemple mon premier roman, c'est vraiment de la douceur. Mais je pense que j'ai pas trop d'idées. Peut-être en artiste que j'aime énormément, peut-être Pomme. Parce que c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. J'adore ses chansons. J'adore sa voix, son timbre, etc. Et Aurora peut-être aussi, du coup ça va dans le... Ça me dit quelque chose, ça. Il y a eu un duo Pomme-Aurora qui est passé il y a récemment sur les réseaux. Je crois que ça a dû passer sur une chaîne ou une radio, je sais plus. Et c'est pareil, c'est très... Enfin, j'aime beaucoup. Si jamais tu as l'occasion d'écouter Aurora, c'est vraiment quelque chose. J'irai écouter. Une artiste pareil que j'aime énormément. As-tu un auteur ou une autrice préférée? Je sais pas. Ou un livre qui t'a particulièrement marqué, vu que si tu lis pas beaucoup, il y a peut-être un livre où t'as eu le waouh, quoi. Alors, je vais mettre à la poubelle pour cette réponse tout ce qui est dans les catégories problématiques, parce que il n'y aura pas de pub pour des personnes problématiques, même si malheureusement il y en a beaucoup. Enfin, il y en a quelques-unes que j'ai lues et que j'ai beaucoup aimées, mais je les ai lues avant de le savoir. Probablement que je les aurais pas forcément lues après. Donc voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et du coup, je dirais la saga Rebecca King. C'est de l'urban fantasy, je dirais, qui est une saga que j'ai lue. Je pense que c'est mon premier vrai coup de cœur de fou en lecture. C'est par Cassandra O'Donnell. Récemment, elle a fait, je crois que c'est Dead Garden, qui a une couverture mais genre magnifique. Je crois sur parole. Je sais plus si c'est ça. Oh, la couverture est super. C'est de la fantasy? Urban fantasy? Ouais. Et en fait, du coup, Dead Garden, ça se concentre sur le même univers que Rebecca King, sauf que c'est beaucoup plus récent. Elle l'a sorti beaucoup plus récemment, mais c'est pas sur le même personnage. Et Rebecca King, du coup, c'est adulte comparé à Dead Garden, qui est plus jeunesse, young adulte. Rebecca King, c'est vraiment adulte et c'est hyper bien. Vraiment, j'ai adoré tout. Il y a 7 tomes actuellement. J'ai tout adoré. J'ai adoré toutes les découvertes qu'on fait. Même au bout de 4 ou 5 tomes, on découvre encore des choses. Et vraiment, ça, j'adore. Et l'héroïne, elle est badass. La protagoniste, elle est incroyablement badass. Et j'adore ce genre de personnage. C'est-à-dire que si vraiment, si elle a besoin d'informations, ça ne l'interroge absolument pas de torturer quelqu'un ou de juste lui tirer une balle dans la tête. C'est pas grave. Ok. Genre, vraiment, elle est incroyable et elle est puissante. Mais en même temps, elle a des faiblesses parce qu'elle n'est pas invincible, logique. Et voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Un jour, j'aimerais bien avoir une dédicace d'elle, enfin de l'autrice, du coup. C'est une autrice française? Je crois qu'elle est française. Francophone, c'est sûr, mais il me semble qu'elle est française. Et franchement, si un jour j'ai l'occasion d'aller en dédicace, d'aller à une de ses dédicaces, j'irai de fou. Parce que vraiment, je pense que c'est une des premières sagas qui m'a inspiré des personnages similaires, on va dire. Parce que c'est bon, l'élu qui sait rien faire de ses 10 doigts, qui doit sauver le monde, ça va au bout d'un moment. Ouais.
flemme. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Je comprends. Et en plus, la protagoniste, elle est majeure et vaccinée. Elle a 26 ans, je crois, c'est de mémoire, un truc comme ça. Ok. Je crois 26, peut-être 23, mais en tout cas... Oui, on est loin des héroïnes de 16-17 ans. Voilà. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est vrai que ça, c'est un truc qui revient aussi beaucoup. Pareil, moi, mon héroïne, elle a 20 ans. J'ai pas fait plus jeune parce que je voulais pas plus jeune, mais en même temps, je peux pas faire plus vieille parce qu'en fait, elle est née dans le château où elle est. C'est une réécriture de réponse, en gros. Et elle est pas sortie de son château pendant 20 ans. Et du coup, je voulais pas faire un truc où, tu sais, elle a 25 ans. Et tu sais, 25 ans, 20 ans, je trouve que c'est déjà très long. Ouais. Donc, j'ai un peu essayé de trouver l'équilibre, quoi. Mais ouais. Et du coup, j'ai une question que je t'ai pas posée tout à l'heure. Tes personnages, par rapport à leur âge et tout, enfin, ils ont quel âge? Ils ont la vingtaine? Ça dépend les romans, mais en général, ouais, ça tourne autour de la vingtaine. Ouais. Dans le premier, Nova, il en a 19. La Love Interest en a 23, 22, un truc comme ça. Dans le deuxième, Adam, il en a 21. Et pareil, ça doit être autour de 21, 22 pour... la Love Interest aussi. Si je les nomme pas, c'est pas parce qu'elles ont pas de prénom, c'est que j'essaie de pas spoiler. Parce qu'il y en a qui... Pas de soucis. C'est juste que comme je parle des persos qu'on a déjà évoqués, mais elles ont des prénoms et je les aime beaucoup. C'est moi qui les ai choisis quand même. Ok. En dessous, déjà, mineurs, il y en a pas. Ouais. J'aime pas envie d'écrire des personnages mineurs. Déjà, ça a pas la même mentalité et en fait, je pense que je saurais déjà pas retranscrire une mentalité aussi jeune. J'aurais tendance peut-être à le rendre trop mature, entre guillemets, peut-être. Dans mes fantaisies, par contre, en général, ils sont un peu plus âgés. Plus autour 25-30 dans l'idée, ou beaucoup d'une centaine d'années quand c'est des immortels. Des immortels, voilà. Du coup, tes livres, tu les catégorises dans young adulte ou plutôt adulte? J'ai jamais trop su catégoriser mes romans. C'est dur, hein? Ouais. J'avoue, j'ai du mal. Je sais que je conseille pas mes romans avant 15 ans, 16 pour le deuxième parce qu'il y a du smut, donc pour moi avant 16 ans c'est bon. Au moins 15 ans pour le premier parce qu'il aborde quand même des sujets difficiles. Enfin, pour moi, vivre un deuil comme ça à ce point, les sujets d'homophobie, de rejet, etc. Avant 15 ans, je trouve que c'est... Un peu jeune. Bah ouais, c'est quand même des sujets qui sont très forts et qui peuvent être très douloureux. Donc voilà, je dirais pas avant 15 ans, puis surtout pour avoir toute la compréhension des sujets. Il n'y a pas que le fait de savoir les gérer, il y a la compréhension des sujets aussi. Un univers que tu aurais aimé inventer. Ça peut être littérature, mais on peut élargir. S'il y a une série, un film, un truc qui t'a marqué, où tu t'es dit, putain, l'idée de génie, j'aurais aimé trouver ça. T'as le droit de me dire, je sais pas. Ouais, je sais pas trop, en vrai. Je pense déjà, je dirais tout ce qui est de fantasy que je lis en général, je kiffe. Donc je me dis forcément des trucs... franchement, ça aurait été cool que je l'invente, mais ça aurait peut-être pas été aussi bien. Donc finalement, voilà. Mais en vrai, je pense pas. Ok. Et est-ce qu'il y a un personnage, par contre, que tu aurais aimé inventer? Pareil, je pense pas. Non. Parce que ouais, il aurait pas forcément rendu de la même manière au final. Je comprends. Je pense pas. Très bien. C'est une question compliquée aussi. Oui, un peu. Des fois, je sais même pas si je pourrais répondre moi-même à mes propres questions, tu vois. Bah, il faudrait. Mais je prévois un épisode où je vais m'interviewer toute seule. On va passer à la partie 5 que j'ai appelée Fast Plume. J'ai un peu repris l'idée de Combini, tu sais, où en gros je te donne 2 propositions et tu me dis celle que tu préfères. Ok. Alors, chapitre court ou chapitre long? Les deux, vraiment. Titre de chapitre ou pas? Non. Ok. Première ou troisième personne? En vrai, troisième. Ok. Point de vue unique ou multiple? Multiple. Prologue ou direct chapitre 1? Et souvent chapitre 1. Ouais. Premier jet ou réécriture? Premier jet. Saga ou one shot? C'est dur. C'est pas le... Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, vraiment. Ok. Livre papier ou numérique? Je dis la réponse. Ah ouais, papier. Écrire le matin ou le soir? Le matin. Thé ou café? Café. Vraiment, on a déjà répondu à toutes les questions. C'est ça. Écrire sur ordinateur ou à la main? Ordinateur. Bon, ça, c'est une question que tu pourras pas répondre, je pense, mais organisation en carnet ou en numérique? Eh bien, en vrai, pour certaines choses, carnet. Ok, bon, c'était assez court. Ok, ensuite, on a la partie texte à trous.
Donc, je vais te dire un début de proposition, enfin un début de phrase, tu vas compléter. Et surtout, je veux que tu m'expliques pourquoi. Ça va être très dur. Si tu pouvais te téléporter dans un livre, ça serait le mien. En vrai, ça fait... c'est pas en mode... je pense mon premier roman, pour voir mes personnages, genre, voir ce que j'ai écrit, mais visuellement. Genre, parce que leur histoire est belle, peut-être ça, je pense. Je comprends. Je pense que si un jour il était adapté au cinéma, je serais... C'est un truc que tu aimerais bien voir, enfin, tu aimerais bien que ton livre soit adapté au cinéma? Ouais, mais après, je pense que ça n'arrivera jamais, mais ça me ferait plaisir. S'il y en avait un qui devait être adapté, celui-là. Le premier, du coup. On sent que c'est ton projet bébé, un peu. Ouais. Ensuite, si tu devais être publié dans une maison d'édition, une seule, laquelle ça serait? J'en connais pas beaucoup. Honnêtement, j'en connais pas beaucoup, donc je vais parler plus général. Une bonne maison d'édition qui soit respectueuse, genre qui soit pas pleine de red flags et ça, qui est vraiment une maison qui respecte, qui respecte les personnes avec qui elle travaille. Ouais, une maison où tu peux avoir, où tu as la main sur ton projet et qu'elle t'accompagne plus. Genre, ouais, avec de l'accompagnement certes, mais surtout que vraiment qu'il n'y ait pas de red flag, d'irrespect, vraiment une bonne maison d'édition qui ait des bonnes valeurs et qui respecte les personnes. Vraiment, c'est ça, c'est l'idée, c'est qui respecte les personnes avec qui elle travaille. Si tu pouvais rencontrer un seul personnage de tes romans, ce serait qui? Je pense que ce serait Néjane, ouais. Je pense. Je lui ferais un énorme câlin. Oh. Et je lui dirais désolé parce que je t'ai créé, donc techniquement c'est ma faute tout ça. Oui, mais c'est ta faute, mais en même temps ça s'est fait un peu tout seul, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Et si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice, qui ce serait? Je pense que tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais tu peux le redire. Bah, je sais pas si. Ouais, je pense que il y aurait soit Cassandra O'Donnell parce que c'est plus pour le côté, c'est ma saga coup de cœur et c'est on va dire une des premières quoi que vraiment j'ai lu. Après, je pense que j'en ai plein dans la tête que j'aimerais rencontrer, mais alors pour retenir tous les noms, j'ai du mal. Donc on va rester sur elle, je pense. Mais... Bah après, tu n'as pas retenu le nom, mais si tu as le livre, enfin, tu peux donner des indices. C'est plusieurs autoristes que je suis sur les réseaux. Il y a Eva Kim, oui, si ça te dit. Je connais. Voilà, que je pense que ce serait. Enfin, j'aime bien tout, enfin, genre, ses vidéos, etc. Et comment elle parle de son parcours. Tu as lu ses livres ou pas? Pas encore. J'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais bien. Notamment à un clic de toi que j'aimerais bien avoir et lire. Après, il y en a plein, mais j'arrive pas à... Donc, si c'est des gens que tu suis sur les réseaux, dont tu aimes bien le travail et tout, ça m'arrive souvent. Ben voilà, le texte à trous est terminé, il n'y avait pas beaucoup de propositions. Alors là, c'est un jeu d'imagination. Okay. Donc, je vais te montrer une image. Alors, le principe, c'est que je vais montrer la même image à tout le monde. Et tu vas devoir, en quelques phrases, imaginer le début d'une histoire. Et en fait, avec ce truc-là, j'aimerais savoir, avec une seule image, combien d'histoires différentes on peut générer. Ouais. Voilà. Bah, beaucoup, en vrai. Donc, je te montre l'image. Ça brainstorm. Ouais, vraiment. Pour le coup, ouais. Après, je sais pas si je pourrais vraiment faire des phrases, mais peut-être une idée. Non, tu peux... Oui, mais vas-y. Genre, parce que moi, ça me donne une vibe un peu... année révolution industrielle steampunk, tu vois, dans l'idée. Là, tu vois, ouais, ça, franchement, ça part de je ne sais où, mais probablement, genre, par exemple, tu vois, là, on voit une femme avec son parapluie, là, et qui marche dans les rues, il n'y a personne, clairement, et que, genre, d'un coup, des toits, entre guillemets, il y a une personne masquée qui se pète la gueule et qui se retrouve devant elle par terre. Clairement, il n'y a pas trop de... Enfin, on entend genre de loin des soldats ou des policiers, enfin des personnes, je sais pas comment qualifier à l'époque, mais voilà, qui recherchent quelqu'un et du coup, la jeune femme, elle va décider de l'aider au lieu de le laisser là et au lieu de le dénoncer. Voilà, c'est ce qui me vient. J'adore, super intéressant. Est-ce que tu as tout dit ou... Ouais, je pense. Ouais. Je veux pas te couper dans ton élan de créativité. Je pense dans l'idée un peu à la Robin des Bois, la personne en gros, tu vois, qui fait techniquement qui commet un crime mais pas négativement. Je vois. Pas pas dans un but négatif derrière.
Ok. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Donc j'ai 3 questions pour la fin. Oui, j'en ai 3. Donc j'en ai que 3 pour toi, puisque tu es la toute première personne et tu vas très vite comprendre pourquoi. Déjà, la première question, c'est si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture de son premier livre, qu'est-ce que ça serait ? Écrit. Vraiment écrit. Voilà, pour moi, c'est vraiment la chose. Si tu as envie, si tu veux te lancer, lance-toi, écris. Alors, tu vois ce que ça fait. Comme dit une personne que je connais, l'écriture, c'est un marathon, pas un sprint. Voilà, écris, te prends pas la tête. Juste, ça avance comme ça avancera. Mais de toute façon, si tu n'écris pas, tu ne peux pas finir avec quelque chose. Si tu n'écris pas. Si tu as envie d'écrire, écris. C'est un très bon conseil. Foncez, allez-y. Ensuite, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, en plus de tout ce que j'ai déjà dit ? Je pense pas. En tout cas, il n'y a rien qui me vient là, comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, qu'on n'a pas évoqué, Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur certains de tes livres ? Est-ce que tu veux faire la promo de ton livre ? Tu peux. J'aurais dû en amener, peut-être dire, pour revenir sur l'auto-édition, rappeler quand même que c'est pas miraculeux, c'est pas genre on va publier un livre, il va se vendre à des centaines ou des milliers d'exemplaires tout de suite. Je souhaite ça à toutes les personnes qui s'essaient là-dedans, clairement. Mais il faut partir avec en tête l'idée que c'est long, que ça prend beaucoup d'énergie et que avant d'atteindre une certaine communauté, d'atteindre des ventes, etc., ça prend beaucoup de temps. Et il faut pas partir avec juste... Enfin, il faut rester réaliste. Il ne faut pas être utopiste de fou. Enfin, je trouve, en tout cas. Mais si on veut le faire, il faut essayer. Tu vois, faut lancer. Et si ça se passe pas bien, tant pis, on réessaie, on retente, etc. Si ça se passe bien, voilà. Alors que si on n'avait pas essayé, forcément, il se serait rien passé. Donc en fait, c'est ça. C'est ne pas être utopiste, mais si on a envie d'essayer, il faut essayer. Et enfin, dernière question. Est-ce que tu as une question, toi, à poser à la prochaine personne, celle qui passera après toi ? Je vais réfléchir un peu. Franchement, ce serait quel est, dans tout ce que tu as écrit, publié ou non, quel est ton passage, ou en tout cas, là où les phrases que tu préfères, genre la citation préférée qui ressort et que du coup la personne peut dire là. Très bonne question ça. Et ça me fait penser à un truc, j'ai noté quelque chose que tu m'as dit sur Instagram quand on a discuté. Tu as parlé de merch. Ouais. Tu crées du merch sur tes livres ? Pas encore. T'aimerais le faire du coup ? Ouais. Genre quoi comme merch ? J'aimerais bien faire des goodies genre comme des marque-pages, des petits porte-clés à mettre sur les téléphones ou sur les sacs ou quoi. Des mugs aussi, parce que je bois beaucoup de café. Le café, ouais. Voilà, que ce soit café, thé, tout ça. Des tote bags aussi, des trucs comme ça. J'aimerais bien. Ok, trop cool. Mais je crois qu'on a tout dit. Mais du coup, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour le prochain. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Très bientôt, j'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt.